l'argent pour acheter le matériel. Ça dit que si l'hôpital n'a pas de matériel, et ça peut se comprendre, mais quand la population n'a même pas aussi les moyens et de fournir le matériel aux médecins pour qu'ils fassent leur travail, c'est le comble. Oui, mais est-ce que c'est la population qui devrait fournir le matériel? Bien sûr que non. Ça veut dire que quelque part l'État ou bien l'État dirigeant ces missions régaliennes. faut complètement. Ok, on va revenir à vous. On va comme ça dire bonsoir et merci à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, ceux qui sont fidèles à nous. Je pense à Michel Elmich, Stéphane Passot, Marie Stanque, Steph Toubela, Georges Lipek qui sont là. Nous vous disons merci et bonne continuation dans le suivi des programmes de Médias de Africa. Duclos, quand l'État a démissionné de ses missions régaliennes, est-ce que la population devrait donc s'organiser pour pouvoir pallier ou alors attendre simplement que le jour où l'État pense qu'il peut finalement assumer ses missions régaliennes et qu'il a assumé du coup? Bon, déjà de prime abord, il faut noter que le peuple est souverain, d'accord. Et il faut également noter que le pouvoir appartient au peuple. Donc, comme il a dit, le peuple doit pouvoir réclamer ce dont il a besoin. Et je pense que c'est pour ça que, au-delà des politiciens, le pouvoir revient toujours au peuple. C'est-à-dire que tant qu'un peuple ne se réveille pas, tant qu'un peuple est endormi, donc de l'argumentaire de Pierre Kouassi, on a l'impression que la population est embastillée. On peut donc dire que le Togo est une dictature? Non, non, je ne pense pas que le Togo est une dictature parce que on a des politiciens qui réclament, mais c'est vrai qu'on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Et si on regarde le 10 avril dernièrement, la Commission nationale des droits de l'homme est en train de s'investir au Togo pour, n'est-ce pas, promouvoir le droit de l'homme. Je pense que on ne peut pas totalement dire que c'est une dictature. Vous acceptez cet argumentaire? Si le Togo n'est pas une dictature, alors comment pourrait-on accepter qu'une population... Donc, le Togo est une dictature? Mais c'est clair, c'est clair. C'est-à-dire que dans une dictature, qu'est-ce qu'il y a? On noie, si on veut, son chien, n'est-ce pas? On noie ceux qui veulent parler. On noie, on n'accepte pas que les gens réclament. Et on tabasse ceux qui peuvent montrer leur tête. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe au Togo, ne le nions pas, surtout en matière de droits de l'homme. Un journaliste qui a été récemment mis en tôle parce qu'il a fait un reportage. Et ce reportage, c'était même un reportage préliminaire. Mais M. Asiba Johnson de Rijad a été mis en prison parce qu'il est, je dirais, témoin oculaire de quelque chose. J'ai vu, donc je dis ce que j'ai vu, j'ai entendu, je dis ce que j'entends, mais je ne vais pas en prison pour cela. Et si on doit m'amener en prison, on me demande de prouver ce que je dis. Non, en passant déjà... Donc c'est la dictature. En passant déjà, la dépénalisation des délits de presse doit être une réalité dans les pays africains. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, déjà dans ce cas, il n'y avait pas eu un procès en bonne et due forme. Donc, on ne peut même pas parler de dépénalisation des peines en matière de délit de presse. Donc, il n'y a pas un délit de presse en tant que tel. Il y a simplement que, de manière souveraine, les décideurs ont pris sur eux de vouloir bien empêcher que ce confrère puisse s'exprimer et puisse mettre au vu aussi de tous ce dont il avait vécu. Exactement. Et on peut aller plus loin, se demander pourquoi cela. C'est-à-dire pourquoi on empêche les gens de parler. C'est parce que le Togo, quelque part, veut se faire montrer sur le plan international qu'il ne se passe rien en matière de dictature. Or, on peut dire que c'est une dictature qui essaye de se cacher. Et elle est pire, c'est la Gestapo. Ah, la Gestapo.
La Gestapo allemande. Ok. Duclos, est-ce que le fait que on est le Togo qui est un petit pays africain qui est frontalier aux pays comme le Ghana, qui est un modèle de démocratie en Afrique, un frontalier aussi avec le Bénin, qui passe aussi pour être un modèle de démocratie en Afrique. Si on fait fi de l'envie de l'ancien dirigeant de vouloir changer la constitution, c'est aussi quand même un modèle de démocratie parce qu'on a vu des transitions plus ou moins pacifiques au Bénin. Kérékou à Soglo, Soglo à Kérékou, Kérékou à Yaï et Yaï à Kalong. Bon, et le Burkina Faso qui est aussi toujours frontalier et qui est un peuple, le peuple des hommes intègres, un peuple qui sait réclamer ses droits, qui sait se soulever et qui va jusqu'à bout. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, en quelque sorte, dans le Togo qui est un pays du précaré français, est-ce qu'on ne peut pas dire que le Togo, en quelque sorte, est pris en otage par une puissance coloniale invisible ou alors même visible, parce que tout autour du Togo, on a des modèles de démocratie. Pourquoi est-ce qu'au Togo, la démocratie ne se fait pas jour? Bon, moi je ne regarde pas sur cet angle parce nous avons toujours tendance à vouloir remettre le tort aux autres. L'histoire reste l'histoire. On ne peut pas changer l'histoire. On a été colonisé, mais maintenant, il faudrait qu'on avance. Et je pense que c'est un président de l'Occident dit l'Afrique doit être dotée des institutions fortes. Alors, si nous avons des institutions fortes, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être aussi comme les autres? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours renvoyer? Moi, c'est la question que je me suis toujours posée. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours renvoyer le tort aux autres? Si je regarde par exemple le cas du Togo, beaucoup de femmes au Togo sont dans les pouvoirs décisionnels. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on regarde la basse population? C'est plus les femmes qui souffrent. Moi, je dis, il faut un examen de conscience au niveau d'abord de la population, aussi est-ce que c'est pas parce que au niveau de la classe dirigeante. Est-ce que c'est pas parce que la femme c'est la mère de l'humanité, la femme c'est la base de tout, c'est-à-dire c'est elle qui donne naissance, c'est elle qui supporte tout le poids. Est-ce que ce n'est pas aussi c'est pas propre au Togo? Est-ce que partout où il y a souffrance, est-ce que c'est pas les femmes qui souffrent le plus? Bon, mais nous savons tous que la femme est la mère de l'humanité et c'est la femme qui est, comme on le dit, avec, je vais le mettre entre guillemets, le sexe faible. Mais ça ne veut pas pourtant dire que la femme ne peut pas être au devant de la scène. Je dis encore, si vous regardez au Togo... Non, on n'a jamais dit. Hein. Si vous regardez au Togo, le pouvoir décisionnel dans beaucoup de postes, et il peut me le contredire là-dessus, appartiennent aux femmes. Contrairement à d'autres pays. Le chef de l'État est un homme. Le Premier ministre, M. Closet, actuellement, est un homme. Si on rentre dans les détails, non, en fait, le débat, le féminisme n'est pas... de plus en plus, c'est... non, je présente juste un côté qualitatif du Togo. Parce que dans certains pays, on a tendance... Si je prends par exemple le Cameroun, on a tendance à oui, mais est-ce que ces femmes n'ont pas mérité? Est-ce que ces femmes n'ont pas mérité? Est-ce que c'est pas en faveur qu'elles sont nommées là-bas? Non, je pense qu'elles méritent. Hein. Je pense que partout où la femme mérite, l'époque là est dépassée. Quand la femme mérite aujourd'hui, elle a droit à ce qui lui revient. On ne doit pas dire parce qu'elle est dame, on ne va pas lui donner ce qui lui revient. Donc, on va comme ça dire bonsoir à Alain Chamou qui nous regarde aussi. Et un bonsoir à Pacom Dia qui salue les panélistes. Oui, j'aimerais aller sur ce plan-là des femmes. Hein. Vous savez, dans toute la sous-région, on a parlé surtout que des femmes du Togo. Et ces femmes-là, c'était nos nanabens. Yep. Les femmes togolaises sont des travailleuses, c'est des travailleuses, c'est des travailleuses, des dames intelligentes et tout. D'accord. Et n'empêche qu'elles sont des fois bien bafouées. Et je vais le dire sur deux termes. Bon, je m'en vais d'abord sur un premier point tout à fait personnel. Hein, quand ma maman, ma propre mère, arrive à faire des marches à 80 ans, pratiquement, elle marche pour que nous, ces enfants,
Non, mais les femmes se déshabillent, hein. Bon, c'est encore un autre problème, on en arrivera. Tout simplement parce qu'elles veulent l'avènement d'une nouvelle démocratie au Togo. Ma maman a marché, elle a été mise en prison, alors qu'elle a 80 ans, sans respect. Ils l'ont relâchée parce qu'elle leur a dit, écoutez, vous êtes des petits, je vais vous montrer. Bon, les militaires l'ont quand même relâchée, ça c'est juste en passant. Mais là où je voudrais aller, nos mamans, j'ai parlé tout à l'heure de Nana Benz, elles vivent de quoi? Elles vivent de leur travail. Mais quand nos dirigeants, quand on va brûler leur marché, non seulement à Lomé, mais aussi dans le nord, et qu'est-ce qu'on cherche à faire? À les affamer? C'est ça le respect de la femme? Oui, mais le nord, Kara se trouve dans le nord. Oui. Et Kara, c'est le village des dirigeants, du principal dirigeant du Togo. Donc, comme pour dire que ça revient à dire que ce n'est même pas une affaire de tribu ou de région. C'est une affaire systémique, en quelque sorte. Vous convenez avec nous? C'est systémique? J'irai plus loin que ça. Je dirais que non, systémique parce que c'est depuis 1967. Ok? C'est le même système qui est là. Ok? Oui. C'est vrai. Le système n'a pas changé. Mais je peux dire son mode de fonctionnement change et je dirais ça va de mal en pire. Bien sûr que ça ne peut aller que de mal en pire. C'est-à-dire que quand je suis... Est-ce que vous n'êtes pas apocalyptique là par hasard? Non, mais je dis ceci. C'est-à-dire sur un plan tout à fait, comment dirais-je, je vais le prendre. Je suis un architecte aussi, ok? Et quand nous voulons construire quelque chose de beau, quelque chose de bien, quelque chose de bon, on met des fondations. Et ces fondations-là doivent être solides pour prendre un building, pour prendre, je ne sais pas. Mais quand la fondation est faussée, et je retourne à cet assassinat du père de l'indépendance du Togo, hein, quand la fondation est faussée, alors tout est faussé. Et on n'arrive pas à réparer cela. Il va falloir qu'on répare d'abord cela. Et ce n'est pas en donnant le nom du père de l'indépendance à un mouroir qu'est notre hôpital que ça va changer. Il va falloir que les dirigeants actuels prennent conscience de la chose et se disent, bon, quelqu'un avait tué, il n'est plus là aujourd'hui, et nous voulons quand même, nous autres, oublier ce passé-là. Vous allez voir qu'on a essayé, on a fait quoi? Des cérémonies dans le pays, dans notre Togo, soi-disant de purification. Ça n'avait pas vous croyez à ce type de cérémonie de purification? Oui, mais l'Afrique a ses normes, hein, et que j'ai un profond respect à ça. Et moi, je pense que c'est même une des choses que nous, les Africains, nous devions donner du respect à ça, parce que quand on regarde un peu au niveau de l'Occident, ils ont leur religion et qu'ils respectent. Pourquoi est-ce que nous, aussi en Afrique, on ne peut pas avoir ce profond respect? Je prends un peu, quand on parlait par exemple à quelqu'un, un étranger, vous dites le vaudou, il a beaucoup de respect par rapport à ça, parce qu'ils ont entendu parler du vaudou. Moi, je pense que l'Afrique a ses normes et que nous devons le respecter. Donc, voilà. Ok, chers internautes, chers spectateurs, on va prendre le premier arrêt de cette émission. Premier arrêt pour une plage publicitaire. Vous savez que on ne saurait point fonctionner sans la publicité. La publicité, en quelque sorte, qui nous procure le nerf de la guerre. Donc, la régie nous fait savoir que c'est le temps de la publicité.
de faire ce premier arrêt, cette virgule publicitaire à nos partenaires, j'ai nommé Rainbow. On va revenir donc sur ce plateau avec le Togo. Monsieur Kwasi parle, il revient de plus en plus sur le pays de l'indépendance du Togo. J'ai nommé le Rété, Sylvanus Olympio. Mais est-ce que, monsieur Kwasi, est-ce que ça ne se passe pas comme si le Togo est devenu une affaire de deux familles, les Eyadema et les Olympio? Parce que c'est vrai qu'on a eu entre-temps, durant tout le trajet, les Kossi-Kwadio, on a eu Jean Fabre, on a eu un certain nombre de noms qui ont un peu émergé, mais tout a tourné autour des Eyadema et des Olympio. Parce que quand Olympio décède Sylvanus le père en 67 et que l'on parle d'assassinat, ok, jusqu'au jour d'aujourd'hui, une enquête profonde n'a jamais été menée, on n'a jamais dénommé de manière claire, hein? On n'a jamais dit de manière claire ce qui s'est passé cette nuit-là. Toujours est-il qu'on sait d'où le coup de feu. Le feu était parti. Et après, Gilles-Christ Olympio, qui est le fils de Sylvanus, plus tard était le premier opposant au père Eyadema. Et on se rappelle que Gilles-Christ Olympio a failli passer le vie à trépas. N'eût été l'ouverture des frontières qu'on a en Afrique de l'Ouest. Son chauffeur a pu braver la route en conduisant du Togo pour le Bénin. Parce que pour chasser, ça c'est avec le vent d'Est dans les années 90, c'est-à-dire pour chasser par la milice, si on peut dire ainsi, des Yadema Père, Gilles-Christ Olympio a pu se retrouver du côté du Bénin. Et c'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. Est-ce que quelque part on ne peut pas dire que la vie politique togolaise se résume de manière claire à ces deux familles, la famille Oyadema et la famille Olympio? En passant, on va dire bonsoir à Stéphane le Chevalier qui nous regarde et qui nous fait un coucou. Bonsoir à Vanessa Chaba qui nous regarde. Chers internautes, il faut noter que la deuxième partie de cette émission, on va ouvrir le micro, vous pourrez appeler pour apporter des éclairages sur le Togo, la situation des droits de l'homme dans ce pays, ou alors poser des questions. On revient donc à M. Kwasi. Nous parlons de ces deux grandes familles qui, en quelque sorte, se disputent le Togo. Oui, mais bon, le problème aujourd'hui ne se pose plus en ce terme, puisque le fils... Gilles-Christ est décédé. Non, le père Sylvanus Olympio est décédé. Gilles-Christ est allé aujourd'hui rejoindre, je peux dire, le gouvernement. Il n'est pas décédé. Il n'est pas décédé. Il a rejoint avec son groupe, l'UFC, l'Union des Forces du Changement, il a rejoint aujourd'hui le gouvernement du Togo. Et récemment, depuis le 19 août, où il y a eu encore ces marches qui ont repris, où les Togolais sont sortis en nombre pour réclamer, je dirais, leur deuxième indépendance. Le problème ne se pose vraiment plus. Aujourd'hui, c'est des nouvelles formations, de nouveaux noms. Bon, c'est vrai que quand vous parlez un peu de Fabre, de l'ANC, les gens ont tendance à croire, comme on disait à l'époque, c'est les Yovovi, parce qu'ils sont plus brésiliens, tout ça. Mais le problème ne se pose plus en ces termes. Oui, mais monsieur Kwasi, quand nous disons Jésus-Christ est décédé, comprenez une mort politique, ok? Jésus-Christ n'est pas décédé, il n'a pas rejoint le vieux, tout, le vieux il est parti depuis 67, ok? Alors, donc, c'est pour ça que nous avons posé la question de savoir. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une chasse gardée? Ça a été une chasse à entre les deux familles, parce qu'aujourd'hui, puisque Jésus-Christ a rejoint donc le camp d'en face, n'est-ce pas? En quelque sorte, il n'y a plus de grande rivalité, parce que ça cesse toujours entre ces deux noms, deux familles-là. On peut se tromper. Je peux vous poser une question autrement, c'est-à-dire que si enfin, Jésus-Christ est décédé, pourquoi les Yassingbe ne veulent pas décéder et nous laisser tranquilles en Togolais? C'est ça le problème. Non, vous convenez quand même que ça se fait toujours jouer entre ces deux familles. Ça s'est joué entre eux, mais parce que l'autre famille est restée, on peut voir le problème de cette manière. Ce que les Togolais souhaiteraient aujourd'hui, c'est que la première famille aussi décède.
que les Nyasingbe laissent les Togolais. Donc, chers internautes, quand nous parlons de gestion des cellules, nous parlons de mort politique, bien sûr, il faut le dire. Et Pierre Kouassi pense que les Yadema devraient aussi mourir politiquement pour que d'autres personnes puissent émerger. Alors, est-ce que vous êtes de cet avis, Duclos? Bon, mais moi, je pense que la crise, si je peux l'appeler ainsi, hein, la crise du pouvoir entre les familles, c'est un mal qui existe partout parce que je pense que les Togolais ne veulent pas que ce soit comme un royaume. C'est-à-dire que le père n'est plus là, c'est le fils qui succède, et quand le fils part, c'est une autre personne qui prend. Donc moi, je pense que c'est un mal qui touche d'autres pays d'Afrique. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, les Gabonais ont ce mal. C'est-à-dire que personne ne veut accepter que, bien que ça passe par les élections, que ça passe du père au fils. Donc moi, je pense qu'il faut certainement une transition, que c'est quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir au Togo, qui sait peut-être les choses vont changer. Peut-être aussi le peuple va croire. Moi, je pense que la transition politique d'une main à une autre est une bonne chose, mais également, il faut aussi regarder l'homme qui prend, parce qu'on a l'impression que si ça part de père en fils, c'est un peu comme si c'était un royaume. Les gens n'épousent pas ce jardinier. C'est vrai qu'on dira qu'aux États-Unis, Bush père et Bush fils, mais si on regarde la période, c'était pas une transition politique comme au Togo, alors au Gabon. Moi, je pense qu'il faut une transition, qu'il y ait un nouveau visage qui sort de nulle part pour permettre. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas un. Nous disions tantôt que c'est un problème systémique. Et se limiter sur les hommes, est-ce que ce ne serait pas fausser le débat, en quelque sorte? C'est un problème systémique parce que si on regarde bien, aujourd'hui, nous évoquions Gilles Christ qui a rejoint le camp d'en face, ça veut dire le système qui a toujours été dénoncé par lui. Parce que le vieux avait dénoncé le colon, hein, et le vieux est mort sur le champ de bataille, on peut le dire ainsi, en 67. Et lui, après s'être caché longtemps, il est revenu sur la scène avec le vent d'Est qui a soufflé sur l'Afrique au début des années 90. Et on a vu tout ce qui est arrivé au Togo, des échanges de Premier ministre et tout, donc un jeu de chaises musicales en quelque sorte, au niveau de la primature, tout simplement pour consolider le pouvoir du vieux. Oui, c'est vrai que c'est ce que les Togolais réclament aujourd'hui. On veut une alternance. C'est-à-dire que le vieux système, hein, le système Nyasingbe, devra disparaître et laisser la place à des jeunes qui viennent. Et n'empêche que, comme Kérékou l'avait fait au Bénin, avec ce vent de l'Est dont vous parlez, et qu'ils reviennent dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, avec des élections organisées en bonne et due forme. Mais quand l'alternance est là, alors ça permet au pays de prospérer. Et c'est ce que les Togolais réclament. Aujourd'hui, les jeunes veulent, ils voient des choses sur WhatsApp. On n'avait pas WhatsApp avant. Aujourd'hui, ils voient beaucoup de choses sur WhatsApp. Ils veulent évoluer. Et je peux vous dire, avec l'intelligence que nos petits-enfants et autres ont au Togo, ben, ils voudraient et ils peuvent. C'est pas développer le Togo, doit développer l'Afrique. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Oui, mais Pierre Kouassi, est-ce que si on rentre vraiment en arrière, comme on le pensait, on va évoluer, hein, on finit avec le passé, là, déjà, pour dire que il faut rappeler aux internautes et à nos téléspectateurs que le père de l'indépendance du Togo, c'est bien Sylvanus Olympio. En 1967, et Yadema qui était de la vague des jeunes capitaines d'armée africains qui avaient combattu auprès de la France, pour le compte de la France, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, et qui sont rentrés dans leurs pays respectifs. Et Yadema était pratiquement, le père, Nyasingbe, était pratiquement l'homme fort de l'armée togolaise à l'époque. Et puis il y a eu en 67 ces événements. Une dispute, peut-être on parle d'une dispute pour ce qui concerne un reclassement en termes de salaire, et les militaires se sont fâchés, et le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, qui a voulu se détourer, fuir, se retrouver du côté de l'ambassade de France, et puis bon,
un coup de feu est parti et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais apporté un éclairage précis sur son assassinat. Toujours est-il que après lui, Yadema est devenu chef d'État avec l'appui des Français, avec l'ancien des Français et a dirigé le Togo d'une main de fer. Et en 2005, il a rendu l'âme et puis son fils, Faure Gnassingbé, a succédé et il est là jusqu'aujourd'hui. De 2005 à 2018, il dirige le Togo d'une main de fer. Et ces derniers temps au Togo, il y a des violations flagrantes des droits de l'homme, vraiment flagrantes, où toute personne qui lève la tête est simplement embastillée, est torturée. Et donc, il y a des gens comme Pierre Kwasi Clousset qui ont décidé de ne pas se taire. Grand activiste des droits de l'homme, au-delà de ses qualités pluridimensionnelles, artiste, architecte, peintre, etc. Il ne se laisse pas aller, il ne part pas du dos de la cuillère pour défendre les droits humains au Togo. Et c'est pour ça que nous avons sur ce plateau aujourd'hui. Alors, votre commentaire sur les derniers événements au Togo? Mais les derniers événements, on peut les classer en plusieurs événements. C'est-à-dire au Togo, il se passe tellement beaucoup de choses. Il y a le plan politique, il y a le plan de la société. Si on reste en matière de droits de l'homme, surtout avec les grèves des enseignants sur le plan politique. Bon, sur le plan politique, les derniers événements, c'est ce que vous avez su au 14 avril avec l'arrivée des chefs de l'État, la CEDEAO au Togo, et l'opposition qui a voulu faire une marche le même jour a été pratiquement embastillée et ils ont dû fuir. Pourquoi? Parce que très tôt le matin, les militaires ont pris le siège où ils allaient se rassembler. Et ça, c'est une violation flagrante des droits de l'homme. Bon, bien sûr, mais quelque part, est-ce que cette marche avait été déclarée? La marche, bon, c'est-à-dire que la marche, en tant que telle, c'est un droit que les Togolais ont de par notre constitution. Mais vous savez qu'en Afrique, surtout dans le précaré français, on est encore sous le régime de déclaration, pas seulement au Togo, un peu partout, dans les pays qui sont sous le joug du précaré français. C'est encore le régime d'autorisation, le régime de déclaration pour toutes sortes de manifestations. Oh, je me trompe du coup. Non, non, c'est normal, c'est ce que vous dites. C'est vrai ce que vous dites, on est sur le régime de la déclaration. Mais ce que moi je voudrais attirer ici, c'est pourquoi est-ce que nos opposants attendent toujours les grands événements pour se faire entendre? Est-ce que ce n'est pas quelque part une façon de salir l'image de notre pays? On peut vous retourner que ça peut aussi être une façon de montrer vraiment à l'extérieur, parce que quand il y a grand événement, les regards sont braqués sur le pays. Et donc, à ce moment-là, on pose un acte pour que, en Mondovision, on puisse voir du coup, ou bien. Oui, je peux. Ça peut être lu de deux façons. Oui, mais n'oubliez pas qu'on est aux États-Unis et que Pierre, qui est là avec nous, a fait des marches dans ce sens aux États-Unis. C'était pas au Togo. Donc moi, je pense que quand il y a un événement sur le plan national, on doit se mobiliser pour la réussite de l'événement. Comme on dit souvent, on dit chez nous que le linge sale se lave en famille, que quand il y a un étranger... Est-ce que ça, c'est pas tout est beau dans le meilleur des mondes? Non, non, pas forcément, parce qu'on dit généralement, quand il y a un étranger, recevons d'abord l'étranger, laissons-le partir, et après... Et comme tu l'as si bien dit, en Afrique, on est sous le régime de la déclaration. Maintenant, est-ce que la déclaration a été faite en bonne et due forme? Est-ce qu'ils ont respecté les procédures au Togo? Je ne sais pas, je n'ai pas eu suffisamment d'informations là-dessus, mais je dis... Monsieur Clousset, oui, c'est-à-dire que moi, je répondrai à cette question-là différemment. C'est-à-dire que le Togo, en tant que tel, c'est un pays, je le dis, atypique. Okay? Nous avons des comportements qui ne ressemblent pas à tous les autres pays africains. Et ce que vous voyez entre l'opposition et le parti au pouvoir, c'est un rapport de force. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut dire le gouvernement ou le parti au pouvoir a sa force, les militaires.
ne le cachons pas. C'est-à-dire les militaires aujourd'hui... Tu crois le RPT, c'est ça? Nous le disons RPT Unir. Pourquoi? Parce que RPT c'était sous le feu président Eyadema. Et quand son fils est venu, le RPT a changé en Unir. Et bon, parce que c'est les mêmes familles, les mêmes vieux qui sont autour. Nous disons que c'est le RPT Unir. Bon, ils ont pour force l'armée. Ok, ne le cachons pas. Pourquoi? Parce que si les chefs d'État de la CEDEAO venaient dans le pays et que le président de la République ne veut pas que l'armée sorte, l'armée n'allait pas sortir. Ok, pour bastonner les civils. La marche aurait pu avoir lieu, mais comme je disais, c'est un rapport de force. Ben, les chefs d'État de la CEDEAO auraient reconnu que, ben, écoute, la population est en train de prendre le pouvoir. Quelque chose comme ça. Et on n'a pas voulu, donc on a étouffé, disons, dans l'œuf. Pourquoi? Parce que très tôt le matin, on a su que si on prenait les chefs des marches, alors bon, la marche n'aura pas lieu. Ok, ça c'est sur le plan politique. On va comme ça avant de passer sur le plan économique. Dis bonsoir, merci à Fleury Lambert Kanga qui est né de nous suivre, de nous accueillir chez lui. Bonsoir à Françoise David Dionou, bonsoir à Ami Komé. Ami Komé, elle est ivoiro-sénégalaise et puis une de nos fidèles téléspectatrices. Bonsoir à Teko Kam, bonsoir à Malone Kana, Média de Africa, c'est votre chaîne, c'est la chaîne qui rentre dans vos maisons sans demander votre avis et que vous acceptez tout simplement. On va donc poursuivre avec Pierre Croissy-Clousset sur le plan économique des derniers événements au Togo. Ben, les derniers événements... Nous savons que le Togo c'est un pays pauvre déjà. Bon, c'est un pays pauvre, mais récemment, je crois, le FMI ou la Banque mondiale disait qu'avec les marges qu'il y a, le pays risque d'avoir un coup dans son PIB. C'est-à-dire que les marges, quand même, qu'on le veuille ou pas, commencent pas à affaiblir le pays financièrement. Bon, pour le ramener, c'est ce que je viens de dire, pour le ramener au niveau du Togolais, je dirais lambda. Bon, nous parlons de pays pauvres selon les standards, financiers internationaux, mais pas pauvres en termes de richesse, de sous-sol et autres. Je comprends, mais moi je veux parler du Togolais lambda qui se lève le matin, qui ne sait pas qu'il y a du phosphate dans son pays, et qu'on exploite. Voilà. Et qui doit courir après son père ou faire son zémidjan, c'est-à-dire son taxi moto pour pouvoir manger ces 3 repas. Ces 3 repas-là, les Togolais ne l'ont plus. Ils ne l'ont pas. Et ça, c'est ça aussi la violation des droits de l'homme. C'est ce que nous disons. Et justement, le sous-sol togolais est très riche. Alors, et ce sous-sol, parce que nous parlons de pays pauvres, en regardant les standards internationaux, des marchés financiers et autres, mais en termes de richesse du sous-sol, de richesse dans le pays, le Togo est un grand pays producteur de plusieurs types de minerais qui servent pas toujours aux Togolais. Ça ne sert pas toujours aux Togolais et le Togo a abondamment de ressources. Pour ne parler que de l'agriculture, on a l'arabica, c'est-à-dire le café le meilleur que vous pouvez trouver dans ce région. Vous avez parlé du Cameroun, c'est-à-dire que les Allemands à l'époque, pourquoi ils ont aimé ces 2 pays-là? Parce que les productions qu'ils faisaient du café, cacao, tout ça, permettaient financer ces pays-là. C'est-à-dire que ce n'est pas les Allemands qui amenaient leur argent, mais ils exploitaient le pays pour pouvoir le développer avec ses propres ressources. Oui, ça il faut rappeler que le Cameroun et le Togo ont cette particularité que ces 2 pays, vers la fin des années 1800, étaient des protectorats allemands. Oui. Et que après la Première Guerre mondiale, avec la Société des Nations, la SDN en 1919, c'est en 1919 que le Cameroun et le Togo sont partis des mains allemandes pour se retrouver dans le giron français. Pour le Togo, français et anglais pour le Cameroun. Ça, il faut pouvoir le rappeler à nos téléspectateurs. Donc, on va poursuivre sur ce plateau. On est sur le plan économique. Nous sommes tous d'accord que les richesses minières et autres types de richesses qu'on a au Togo ne servent pas toujours aux Togolais. Est-ce que la faute n'est pas à certains accords cachés qui ont été passés entre
le colonisateur, entre guillemets, et les pays africains à la veille des indépendances? Bon, est-ce que c'est entre nécessairement le colonisateur? Je peux dire oui et non. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple le port de Lomé Oui. exploité par un monsieur Bolloré, Bolloré, ouais. ok, et que ce monsieur Bolloré là, et je vous rappelle certaines Bolloré choses, c'est-à-dire que Bolloré aussi au port de Douala. je ne sais pas si les gens se Et à Abidjan. rappellent qu'à la nomination de ce monsieur qui aujourd'hui a beaucoup de problèmes en France, monsieur Sarkozy, hein, si vous vous rappelez, le jour où il a été nommé président de la France, il a été dormir dans le bateau à qui? À Bolloré. Vous avez oublié? Oui. Non. Bon, ça veut dire quoi? Que ces gens, les économistes et les exploitants Elf Aquitaine, le groupe Bolloré, toute la côte ouest africaine, hein, exploite tous les ports sur la côte ouest africaine. Et ça, on le sait. C'est vrai qu'il y a certains consortiums qui essayent de rentrer dans ce marché juteux, mais se butent toujours à l'opposition de la France, parce que c'est des pays de plus carré français quand même. On peut quand même se demander pourquoi aujourd'hui nos marches ne vont pas vers la France aussi. C'est-à-dire que c'est comme si les gens veulent ignorer ce problème-là, que quelque part le Togo continue d'être dans le giron, je dirais, de la France. Pas seulement le Togo, bon nombre de pays africains de l'AEF, de l'Afrique occidentale française, de l'AOF, l'Afrique occidentale française, dont faisait partie le Togo. Duclos Chouatat, est-ce que vous ne pensez pas que cette présence excessive de la France au niveau des pays africains participe comme un frein à l'émancipation des populations? Bon, déjà, je voulais avoir noté ici que les États ne sont pas des amis. C'est l'intérêt. C'est-à-dire que les accords entre la France ou le Togo, entre la France ou le Cameroun, c'est des intérêts. D'accord? Maintenant, si je veux regarder à l'intérieur, tout à l'heure on n'a que parlé de l'exportation. D'accord? Le Togo fait le pétrole. Ouais. Ils ont l'uranium, ils ont le calcaire, ils ont le calcium, ils ont le magnésium, ils ont l'uranium. D'accord? Est-ce qu'au Togo, on fait la transformation de ces produits? Vous dites questionnez-moi ce que dit. Moi, je pense que c'est là le problème. C'est d'abord ça le problème. Et ils viennent prendre, ils vont transformer chez eux, ça donne de l'industrie chez eux, et ils nous ramènent le produit fini. Et ils prennent à quel coût? Ben, puisque c'est eux qui fixent les prix, c'est pas nous qui fixons le prix. Et c'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu, les États, ce ne sont pas les amis. C'est les intérêts. Intérêts. Donc, les États, c'est les intérêts. Donc, le Togo n'a que ses yeux pour pouvoir pleurer. Oui, les États africains, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faudrait que nous pensions que notre arme pour le développement, c'est la terre. Ok, très bien. On va revenir à vous. On va comme ça dire bonsoir à Edmond Maché qui nous regarde aussi. Et la Perle Noire. Bonsoir, Perle Noire. Merci d'être cette téléspectatrice fidèle. Bonsoir, Romaric Cueillep, Rodrigue Wako, Fleur, Karine Goudjo, la Whitney, la Oprah camerounaise aux États-Unis. Bonsoir. Donc, on revient sur ce plateau. Monsieur Pierre Kossi-Clousset, on a évoqué les derniers événements sur un plan politique et sur un plan économique. Maintenant, parlons du plan social. Les derniers événements. Oui, le plan social, là, vous entrez dans, je dirais, dans votre domaine. Bon, dans votre domaine de prédilection. Pas nécessairement. Oui, c'est vrai, c'est oui et c'est non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème au niveau de nos écoles, au niveau des enseignants. Il y a un problème, j'avais dit, au niveau de nos hôpitaux. Et le tissu social même au Togo est en train d'être ébranlé et je ne sais pas si beaucoup arrivent à voir cela. On peut aller récemment aussi sur une histoire là qui a fait feu sur WhatsApp. On a parlé des game men, je crois,
des gens qui ont fui. Et en fait, c'était la cybercriminalité et qu'on a essayé de traquer au Bénin, qui a passé la frontière, oui, qui a passé la frontière pour venir au Togo. Et il paraît que ces gens-là qui ont passé la frontière ont commencé par voler les Togolais ou à voler des enfants, bon, sorcellerie, qu'on soit, etc. Donc il a fallu, on a commencé par les brûler. Bon, ça c'est les on-dit, mais et pour aller au fond de la chose, vous voyez, moi par exemple, je suis du sud du Togo, je suis un Bé, je suis un Évé. Et les évêques s'étendent. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes du Sud et que les dirigeants actuels sont du Nord? Est-ce que c'est pas pour ça que vous... En fait, nos dirigeants ne sont pas du Nord. Il faut bien comprendre le principal dirigeant est du Nord. Est-ce qu'il est le dirigeant même du Togo? On a frôlé des gens. Non, c'est le principal dirigeant. D'où fait-il que c'est pour Niasimbe et Yadema? C'est la famille Yadema qui est du Nord, qui est de Kara. Moi, j'étais à Kara. J'ai cru entendre récemment qu'il a dit c'est les militaires qui ne veulent pas que je quitte le pouvoir. Bon, les militaires ne sont pas tous du Nord. Nous savons tous que c'est ces gérontocrates, je vais dire les papas, les Yadema et autres, les papas, hein, et pas le fils qui est là, avait toujours eu à dire que c'est la population qui veut que je sois là. Et les enfants sont en train, puisqu'ils ont, hein, comme tu l'as dit, puisque ça a été comme un royaume, ils continuent dans la même lancée. Ok, continue à votre argumentaire. Oui, le problème que je voulais évoquer, c'est quand même que cette histoire-là d'attraper un voleur et sans question, sans l'amener à la justice, sans l'amener au commissariat, de brûler la personne. La justice populaire. Et la vindicte populaire n'existe pas. C'est un fléau qui mine tous les pays d'Afrique. Hein. Oui, et qui indique, c'est un indicateur que le tissu social même est ébranlé. Et ça vient de quoi? Ça vient du manque d'éducation. Donc, quand le problème touche les enseignants, ça touche le culturel, ça touche... Et ça, c'est un drame qui se joue. Et la faute, je le dis, à nos dirigeants. À nos dirigeants. Quand l'État n'arrive pas à se faire respecter, c'est parce que la population trouve qu'elle n'est pas à sa place. Alors on a besoin de cette alternance, on a besoin de gens qui rendent justice. Et quand je dis justice, c'est que le tissu même de la justice au Togo n'existe pas. Vous voyez Kwasi Koussé aller en justice sans l'argent dans sa poche, mais il est foutu. Ok, donc la solution c'est l'alternance, la solution c'est de changer le système, le même système qui prévaut au Togo depuis les années 60, depuis 67 de manière précise. C'est le système qui est là, c'est le système qui ne permet pas au Togo, aux Togolais lambda, comme le disait Pierre Kwasi, de pouvoir lever la tête, de pouvoir avoir 3 repas par jour, le matin, à midi et puis dans la nuit. Et alors que le Togo est, comme notre consultant permanent en maison l'a dit tout à l'heure, est un pays riche, hein, son sous-sol est tellement riche, mais malheureusement, comme le disait Duclos tantôt, toutes ces richesses sont extraites et emportées ailleurs, et dans les pays industrialisés de l'Occident, et ça revient aux Togolais plus tard en produit fini, et c'est vendu un peu plus cher. On va comme ça dire bonsoir à Ninon Chancel, qui est une téléspectatrice fidèle, Ninon Chancel, la maréchalette. Merci la maman, bonsoir. Et nous sommes toujours flattés de savoir que tu nous accueilles chez toi. Et on va donc, avant de revenir sur ce plateau, suivre ce reportage. La régie nous fait savoir que ce reportage il est calé, ça pourra nous édifier davantage, la régie. Sọjọ ṣùgbọ́n ó bọ̀ dom sí wá gbẹ̀tọ́ àmì wo nìní ó tọ̀ ń popo bẹ́ẹ̀ ń kẹ́ sí ló ń kú mẹ́ ẹ̀yà mà ó tọ̀ ń popo ó lè po nǹkan kankan àti àyìnbọn lè dápa àbọ̀ àmì ó tsama tẹ́ tó lè kàtí ẹ̀ mọ̀ àmọ́ ń dé pé wọ̀ ó ma tẹ́ tó ó lè po lè dápa kankan pa kí n bá tó. Ye fún ọ lè po mu lè. Ko dogo sojo ni ni akpabo ndoba no tero hotel anti leke hotel anti no tero ale ko le pomdo ebo soja re ka ko safo ko chum ke chum ze kare ko nje vitrame vitrame india
Oh, nyeta mvon zan mais avec Makou. Mvon to avec Makou. Wa à grâce Dieu. Nyem tekou. Un changement mi le dit ne mi pas changement ya quoi et nous c'est à nouveau bon ne mi pas changement wa iba le yi wen Wunda stand up tawula yami biana konya shimama biana kwa shilo Wunda stand up tawula yami mama wayo lena wa shango bia papa mama do ma do pa mbi wala ma pape kowe Wota pusangalo we Olo Awi Olo Wapunda tola tofabe Mama Wayolena Olo Wapunda to Africa Mama yeah She my phone time She got on me she got the time She fona ya yite la tofa She mbalo bienene wa She mami She phone time She fona ya lele She mbalo bienene walo Bolo papa, but a daughter, why you not under time? Papa, well, I can no longer away. What won't be loving, what won't be love, the one fellow, but you took on ye, Papa, well, I don't know what Papa. She my phone time, and she got on me, she got the time. She found a young lot of up, a shimbalo, and Malo bienene walo Matola repiembishi Matola cheta mayopa Pepe mbo
situation des droits de l'homme dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Deuxième partie de ce débat. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous vous l'avons dit, le micro va être ouvert pour cette partie. Vous pouvez appeler au 301 477 2460. Appelez pour poser des questions. Appelez pour apporter des éclairages. Sur ce plateau, Pierre Kwasi est là, il répondra. Nous avons notre consultant permanent maison, Duclos Chouatat, qui est là, qui répondra aussi. Et moi, je me chargerai simplement de prendre vos questions et de leur passer. Je me chargerai aussi de prendre vos éclairages et de leur dire ce que vous avez dit et ils pourront réagir. Alors, pour le moment, nous avons un internaute, un téléspectateur, Edmond Machier, qui réagit, qui dit non, la justice populaire existe en Amérique aussi, mais c'est légiféré. La justice américaine a des jurés qui sont choisis dans la population de manière random. Ces jurés sont des juges et aucun juge dans un tribunal n'a le pouvoir sur les jurys. Nous ne faisons pas l'introspection de la justice américaine sur ce plateau, Edmond. Nous avons simplement déploré la vindicte populaire. On ne saurait dire, on ne saurait l'encourager. Le système américain avec les jurés est un système, comme vous l'avez bien dit vous-même, vraiment légiféré. Et puis, les jurés, c'est des gens qui sont installés dans un tribunal ou alors dans une cour. Et on a un tribunal très bien constitué qui écoute les avis des jurés. Donc, ça n'a rien à voir avec la vindicte populaire que nous décrions ici. Il s'agit simplement des exécutions extrajudiciaires. Parce que le malfrat, entre guillemets, ou alors celui sur qui on a crié au voleur et qu'on a attrapé et qu'on a brûlé, sans qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, sans qu'on ait pu savoir ce qui s'est passé, on dira simplement qu'il a volé et on se rendra plus tard qu'il n'a pas volé. On se rappelle de ce jeune capitaine d'armée ghanéen qui s'est retrouvé dans un village égaré en cherchant sa voie. Des gens l'ayant vu et ne le reconnaissant pas comme étant du village ont crié au voleur une forme de manière précise. Un jeune capitaine a été lapidé comme ça. Donc, c'est cela que nous déplorons, cette vindicte populaire. Alors, avant de rentrer de plein pied dans ce débat, dans cette deuxième partie, on a suivi ce reportage sur les violations flagrantes des droits humains au Togo, et spécialement les enfants bastonnés. Et donc, M. Kwasi, quand vous regardez des images comme celle-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Ce que ça m'inspire, vous voyez, je viens d'un quartier du Togo qui a vu le vent de l'Est, qui s'appelle Deko, et qui est un quartier de résistance jusqu'à ce jour. Et dans ce quartier-là, nous avons reçu, c'est à Lomé, à Décon, et nous avons reçu au moment de, je dirais, de la conférence nationale, juste après, et tous les événements où les militaires au Togo ont voulu, disons, se venger sur la population. Ben, on a reçu tellement de visites de militaires dans nos maisons. Et c'était en fait une violation des droits de l'homme. Parce que moi qui dors dans ma chambre, les enfants qui manifestent dehors, je ne sais même pas ce qui se passe dans la rue. Quand les militaires dépassent ces enfants, rentrent dans ma maison, me tabassent sur mon lit, sans que j'ai eu vraiment à participer aux marches, etc. C'est un peu cette affaire-là d'extra-juridiction, ou je ne sais pas qu'on vient dire, un peu brûler le voleur qui, sans lui demander, ou sans même l'amener en justice. Et ça continue. Et c'est incroyable que de nos jours, on avait dit, le Togo reste une dictature, sinon, où avez-vous vu, aux États-Unis, où les armes circulent vraiment, et où le militaire est, ou le policier, je ne vais même pas au militaire parce que je n'ai jamais vu un militaire porter une arme aux États-Unis dans la rue. Je suis là depuis des années, je n'ai jamais vu ça. Mais la police ne va jamais rentrer dans une maison, casser la porte si elle n'a pas
Donc là, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est une comparaison qui ne devrait même pas... Voilà. Donc, mais au Togo, en plein jour, et c'est souvent pas les vrais chargés de faire de maintenir la loi. C'est pas des policiers, c'est des miliciens. Aujourd'hui, bon, ça encore c'est un autre problème. Je voulais parler que des militaires d'abord. Et aujourd'hui, on ne parle des miliciens. Ça, c'est un autre problème. Pourquoi? Parce que juste après les marches du 19, on a vu un événement que moi, j'ai jamais vu, même, je sais pas, je l'avais vécu, c'est vrai, mais je ne croyais pas que ce truc-là pouvait encore revenir. Que des gens qui se disent miliciens sortent dans la rue avec des armes, pas des armes, pas des pistolets, hein, des armes de guerre, pour tirer sur des manifestants, pour soi-disant, et le président de la République qui va se dire que oui, ces gens-là, ils défendent quoi? Ils défendent leur quartier, dans le quartier des autres, dans les... Oui, ça, il faut le dire, hein. Même si c'était des militaires, c'est des forces de troisième catégorie qui ne peuvent être déployées qu'après échec des forces de première et deuxième catégorie. Est-ce que les forces de première catégorie qui sont la police, est-ce que ces forces-là n'ont pas pu faire l'affaire? Alors, Djeklo, cette propension des pays africains à bâillonner les gens, à empêcher aux gens de réclamer leurs droits, à empêcher aux gens de réclamer le bien-être, le bien-vivre, comme on dit au quartier. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cela? On a vu ces images-là, hein, déplorables. Bon, déjà, c'est une image que personne ne souhaiterait être dans ce genre de situation. Déjà, donc c'est une image qui n'est pas la bienvenue. Mais également, il faut noter que c'est comme ça que le pouvoir fonctionne dans certains pays, je vais mettre entre guillemets, hein, dictatorial, c'est-à-dire qu'on utilise l'armée pour pouvoir, je ne veux pas dire opprimer la population, mais c'est vraiment ça le terme. Non, c'est ça, c'est ça. On utilise l'armée pour opprimer la population. Mais moi, je pense que il faut rééduquer. Il y a une rééducation qu'il faut donner à l'armée ou alors aux policiers, comme tu l'as relevé tout à l'heure, parce que aujourd'hui, c'est X qui est au pouvoir, il utilise l'armée et demain, la même armée se retourne contre lui. Donc moi, je pense qu'il y a un travail de fond que les politiciens devraient, n'est-ce pas, faire au niveau de la population. Déjà, également, il faut réinventer. Il faut réinventer notre façon de voir la police ou alors l'armée en Afrique, parce que n'importe quel président qui arrive au pouvoir, son premier bâton de commandement, c'est l'armée. Et même si on regarde un peu nos lois, on se rend compte que le président est le chef. Si on regarde le chef suprême des armées. Le président est le chef suprême des armées. Ouais, il s'appuie sur l'armée pour asseoir son pouvoir. Et nous connaissons un peu la règle de l'armée. Le chef dit quelque chose et puis qui exécute. Donc moi je pense que déjà, il faut revoir ça. C'est-à-dire que, comment dire, la séparation du pouvoir, il faut voir dans quelle mesure séparer le pouvoir, permettre à l'armée d'être autonome, de pouvoir décider, et le président de l'autre côté décider, si bien que il peut avoir, pour moi... Est-ce que dans nos pays africains, surtout les pays du précaré français, est-ce que ce n'est pas ces hommes en tenue, ces forces de troisième catégorie, les militaires qui normalement sont censés être neutres, est-ce que ce n'est pas ces forces-là qui s'organisent peut-être parce que il faut couvrir leur beefsteak, pour se mettre du côté du pouvoir, parce que quand on parle de séparation de pouvoir, on sait qu'on a régulièrement un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire, mais on se rend compte à un moment donné que tout se retrouve entre les mains d'une seule personne, de l'exécutif. Parce que le président de la République est le chef des forces armées. Le chef suprême des armées. Ok, très bien. On va donc poursuivre avec ce débat. Monsieur Kossi, vous êtes donc coordonnateur d'une organisation de défense des droits de l'homme. Comment s'appelle encore cette organisation? Bon, c'est ALTO, Action pour la libération du Togo. Parlons donc de ALTO. Oui, nous l'avons mis sur pied en 2005 et c'était en réaction à la prise de pouvoir après le décès du président de la République, feu Gnassingbé Yadema, son fils qui prend le pouvoir. Et des gens comme, je dirais moi, on était révoltés. Pourquoi? Parce que j'avais 27 ans
quand j'ai participé... En 2005. Non, j'avais 27 ans en 1992, 1992, quand on allait à la conférence nationale. Ouais. C'était après le vent de l'Est. Quand le vent de l'Est a soufflé sur la foule. Oui. Et je peux dire aujourd'hui que j'ai été, moi aussi, un des rédacteurs de la Constitution de 1992 pour lequel les gens meurent aujourd'hui. Et cette Constitution avait été votée et Yadema, feu Yadema avait tout fait pour que cette Constitution-là, les gens votent oui au référendum qui avait été organisé pour instituer vraiment cette Constitution. Et alors, on n'a pas compris que juste après son décès, son fils passe en 24 heures de simple ministre, je dirais, au chef suprême de l'armée. Est-ce que c'est pas les gens du le dernier retranchement de Yadema qui ont en quelque sorte tout organisé pour que ces dernières volontés soient respectées? Parce que c'est comme les chefs d'État africains fonctionnent comme des chefs bandits, comme on a vu dans les films chinois. C'est-à-dire dans le dernier retranchement là, on a certaines consignes qui peuvent être passées, et puis on voit la même situation au Kenya, hein, où le père de l'actuel président Jomo Kenyatta a passé le pouvoir à Arap Moi, et Arap Moi s'est organisé pour que Uhuru Kenyatta, donc il avait donné la parole à Jomo Kenyatta, que ok, je prends ce pouvoir et puis ton fils. En fait, là-bas, c'est une affaire de clans, c'est deux clans. Mais au Togo, c'est un peu comme ces deux familles, comme on disait tantôt. Bon, déjà, on va dire bonsoir comme ça au maréchal Tchiano. J'ai nommé Jacques Tchiani, et bonsoir, merci de nous regarder. Et il a un programme à Média 2 Africa qui s'appelle simplement Diasporama. La première édition s'est déroulée il y a une semaine. Il a reçu sur ce plateau un éminent médecin de la société camerounaise qui parlait des maladies sexuellement transmissibles, du VIH-Sida. Et la deuxième édition de Diasporama sera annoncée dans les jours à venir. Alors, bonsoir à Kama Ebran, bonsoir à Hortense Wagem. Edmond Maché qui revient en disant que le véritable problème en Afrique, et en particulier du Cameroun, par exemple du Togo, Edmond, c'est que le droit Napoléon a encore la prédominance sur le droit législatif et le droit canon. Donc, on continue avec Alto. Alors, Alto. Oui, donc on avait mis en place ce mouvement-là, cette organisation qui s'appelle Action. Et Action, c'est au pluriel, c'est-à-dire que nous voulions faire plusieurs actions pour libérer le Togo. C'est-à-dire, on avait pour mission, et c'était notre droit constitutionnel, que quand il y a coup d'État, et c'était un coup d'État en fait que le fils Yadema faisait aux Togolais, hein. Donc, parce que à l'époque, si vous vous rappelez, M. Fambaré Nyachaba plutôt, avait été empêché de revenir. C'est lui qui était le chef de l'Assemblée. Si. Bon, donc on l'a bloqué. Donc il y avait eu un coup d'État en fait. Constitutionnel. Voilà. Et c'était notre droit en tant que citoyen de défendre la République. Donc, Alto est né de cela. On a mis en place cette organisation-là pour libérer le Togo de ceux qui le prenaient en otage. Et qu'avez-vous déjà fait jusqu'aujourd'hui depuis la création? Bon, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses, à savoir nos marches. On a fait des démonstrations ici, surtout devant l'ambassade, dans les rues. On a fait des expositions de tout ce qui se passait en matière de droits de l'homme. Et les relations de Alto et l'ambassade du Togo aux États-Unis actuellement? Bon. À couteau tiré ou bien parfaite? Non, nous n'avons aucune relation avec notre ambassade. Nous n'allons pas dans ce domaine. C'est-à-dire que nos ambassades, nous croyons que c'est l'administration, ils sont chargés, ils doivent suivre les papiers, les documents de nos grands-pères, de nos parents qui sont à l'étranger et faire leur passeport. Ça, c'est leur travail. On n'a rien à voir avec l'ambassade. Je suis même un peu révolté quand je vois des gens se retourner contre l'ambassade, je dirais, du Togo dans les pays.
on devrait... Mais l'ambassade du Togo, c'est le Togo. L'ambassade du Togo aux États-Unis, basée à Washington, c'est le Togo. Mais c'est le territoire togolais. Mais ce n'est pas le chef de l'armée qu'on veut chasser. Mais c'est le territoire togolais. Et celui qui est nommé là a été nommé par le chef suprême des forces armées, comme le dit Duclos. Toujours est-il que c'est comme si on a mal à la tête et on va se gratter le dos. Okay. Nous, Alto, nous sommes de ceux-là qui disent le problème, c'est le président de la République, allons au président de la République. Ouais. Et nous avions commencé quelque chose la dernière fois. C'était Alto, en fait, veut venir comme, je dirais, la troisième force. C'est-à-dire que nous croyons que tous ces politiciens-là et l'opposition... Donc le pouvoir, l'opposition et Alto comme troisième force. Le pouvoir doit retourner au peuple. Et Alto veut représenter le peuple togolais, la population. Nous n'avons aucune ambition politique. Donc nous voulons que réclamer nos droits. Et c'est ça le travail de Alto. Alto aura un candidat pour la prochaine présidentielle au Togo? On n'est pas dans la politique. On est plus activiste. On est, je dirais, plus des gens. Alto aura un candidat ou alors Alto va supporter un candidat puisque vous réclamez troisième voie. Alors, troisième voie pour prendre le pouvoir? Pas nécessairement. Oui. On veut être cette troisième voie, c'est-à-dire le peuple qui parle. Et ce que le peuple dit, Alto va faire. Aujourd'hui, le peuple dit quelque chose. Et c'est ça que nous voulions introduire au chef de l'État. Le peuple togolais n'est pas en fait en train, comme les politiciens le croient, de dire que oui, il faut remettre en place la constitution de 1992. Non, le peuple veut le départ pur et simple du chef de l'État actuel. Ça, c'est le premier message. Maintenant, le peuple n'a pas de représentant qui va dire cela au chef de l'État. Si Alto peut le dire aujourd'hui, nous irons. Nous voulons pouvoir dire ce que le peuple veut au chef de l'État. Alors, en dehors des marches, qu'avez-vous donc déjà fait pour pouvoir atteindre cet objectif? Bon, le travail continue. Tout ce qu'on a fait par le passé, nous disons aujourd'hui, c'est le passé. Pourquoi? Parce que les donnes ont changé aujourd'hui. Les donnes ont changé depuis le 19 août 2017, quand un autre opposant, M. Tikpi Adjadam, est arrivé et a bougé tout le Togo. Sauf que, quelque part, il a lui-même été dépassé, parce que les Togolais n'attendaient que quelqu'un qui les introduise à ce chef de l'État-là que nous avons, qui n'écoute pas sa population. Le chef de l'État togolais ne vient pas parler à la population. Oui, mais dans la famille et Adema elle-même, ce n'est pas le parfait amour. Entre eux-mêmes, c'est beaucoup de mésententes. Ça, c'est leur problème. Le Togolais n'a Ces mésententes sont-elles nées des problèmes de gestion de famille ou alors elles sont nées des problèmes de gestion du pays? Mais c'est les deux. C'est-à-dire que quand les gens confondent leur propre problème familial avec le problème de l'État, c'est-à-dire s'ils se comportent comme dans un royaume et qu'ils confondent les richesses du pays avec leurs poches, c'est ce qui peut se passer. Donc, je suivais une émission récemment où les gens disaient que le chef de l'État actuel togolais, on ne l'a jamais vu avant que de devenir président travailler quelque part. Il est né avec une cuillère à la bouche. Bon, mais aujourd'hui, il est même peut-être plus riche que son père, puisqu'il a hérité de tout ce qu'il y avait et de tout ce que ses frères ne peuvent pas avoir aujourd'hui. D'où les mésententes entre eux. Certainement, mais ça c'est leur problème, c'est pas le problème des Togolais. Les Togolais aimeraient qu'ils dégagent, excusez-moi le terme, et qu'ils permettent à l'alternance de se faire et qu'un autre vienne pour au moins gérer le pays comme cela se devrait. C'est ça le problème du Togolais aujourd'hui, vous voyez. Oui, nous avons dit que nous avons déploré ici le fait que le Togo soit ce petit pays frontalier du Burkina Faso, le Burkina Faso a une jeunesse vraiment active, qui est prête à se soulever à tout moment. On a vu les événements qui ont chassé Compaoré du pouvoir. On a le Bénin de l'autre côté qui est aussi frontalier au Togo, qui passe pour être parmi les modèles de démocratie en Afrique. Le Ghana
qui est un vrai modèle de démocratie en Afrique, frontalier au Togo, et nous avons constaté que le Togo a un sous-sol très riche et que toutes les richesses du Togo ne rendent pas, c'est-à-dire ne servent pas les Togolais, c'est-à-dire c'est exploité par les forces étrangères, en l'occurrence la France. Alors, du coup, Alto a pour mission d'œuvrer pour que Eyadema dégage du pouvoir. Est-ce que c'est une mission noble? Non, déjà, on a du mal, hein, parce que j'ai essayé de lire sur Alto. On a du mal à le situer un parti politique, parce que quand on essaie... C'est une organisation de défense des droits de l'homme. Quand on essaie un peu d'analyser leur démarche, ils font plus dans la revendication des droits de l'homme. Maintenant, quand j'entends le coordinateur parler de chasser Eyadema du pouvoir... Parce qu'il viole les droits de l'homme. Parce qu'il viole les droits de l'homme. Mais maintenant, on sait, le pouvoir se discute entre les politiciens. C'est pour ça que nous lui avons posé la question de savoir s'ils soutiennent. Tout à l'heure, vous avez bien fait de lui poser la question où il s'est carrément décliné. Ouais. Donc moi j'ai dit, il faut des hommes, je ne veux pas dire qu'il n'est pas sérieux, mais je dis, si on veut faire de la politique, qu'on la fasse vraiment. Qu'on la fasse vraiment. Moi je dis, si Alto veut se définir comme un parti politique, qu'ils se définissent comme un parti politique et qu'ils aillent discuter le pouvoir au Togo, parce que c'est vrai. Et c'était un peu l'interrogation que je voulais apporter à la politique d'Alto. Pierre va réagir, Pierre va répondre à cette question. Permets-moi de chuter, parce que quand on regarde, la majorité des activistes vivent à l'étranger. Oui. Est-ce que du fait qu'on se retrouve à l'étranger, est-ce qu'on a vraiment la voix sur ceux qui sont au pays? On le lit même sur les réseaux sociaux. Oh, vous êtes de l'autre côté, vous demandez de faire ceci, vous demandez de faire cela. Venez bagarrer avec nous au pays. Donc moi je pense que le travail que Alto fait, c'est un bon travail. Déjà qu'eux-mêmes disent qu'ils sont pour la défense des droits de l'homme. Et je pense que j'ai même lu, dans mes recherches, ils ont encouragé les jeunes à créer l'autodéfense dans certains quartiers, dans certaines villes qui est soutenu, n'est-ce pas, par le mouvement Alto. Mais je pense qu'il faut faire sérieux de se définir comme un parti politique si on veut l'alternance au pouvoir, ou alors rester dans l'activisme et militer pour la défense des droits de l'homme, qui ma foi ne sera pas aussi très très facile. Oui, on va leur laisser le soin à M. Pierre Kwasi de dire une ou deux choses après du clos. On va simplement dire bonsoir comme ça à Mme Chimène Sylvie Tchokoko Djiboma. Bonsoir Mme Djiboma. Et merci de nous accueillir chez vous. Bonsoir au Dr Jacques Noumsi qui nous regarde, fidèle téléspectateur. Le Dr Jacques Noumsi qui va être reçu sur ce plateau dans les jours à venir pour parler d'un certain nombre de sujets que nous allons dévoiler bientôt. Donc, merci pour votre fidélité et Edmond Maché qui revient en disant que le système est bloqué, la justice est corrompue, le législatif est corrompu, l'exécutif se masturbe en public. Il parle du Cameroun. Là, nous parlons du Togo, M. Maché. Pierre Kwasi. Même comme je pense que ça va de pair, hein, du clos, selon moi, on ne saurait dissocier la politique de l'activisme en termes de respect des droits de l'homme. Parce qu'on est activiste pour que les droits de l'homme soient respectés. Qui veut les droits de l'homme? C'est le politique. Et d'ailleurs, la politique, on la retrouve partout. Si on parle d'économie, il y a politique. On parle de sport, il y a politique. On parle de culture, il y a politique. D'où les termes politique culturelle, politique sportive, politique économique. Alors, Pierre Kwasi, Duclos qui pense que Alto a une mission exaltante, une mission très importante, celle de veiller à ce que les droits de l'homme soient respectés au Togo, pense aussi que Alto devrait de manière claire se définir si Alto décide de lutter pour que Eyadema parte du pouvoir. Bon, qu'est-ce que vous en dites? Je dis beaucoup de choses à ce niveau. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple. Le 19 août 2017,
il y avait plus de 2 millions de Togolais dans la rue parce que... Vous parlez pour les téléspectateurs. Oui, parce que M. Tikpi Achadam a dit on sort, on mange, on n'est pas d'accord, il faut sortir. Et ça s'est fait. Si M. Tikpi Achadam n'était pas politicien, n'avait pas un parti, le PNP, et qu'il était venu en tant que rebelle, vous imaginez ce qui se serait passé au Togo? Bon, ça veut dire qu'il serait venu représenter le peuple. Et je ne dis pas qu'il est nécessaire qu'il soit armé, mais s'il était déjà venu en tant que leader de la société, cela aurait permis à la population de se libérer. Pourquoi? Parce que la population, quand vous imaginez, disons, 20 000 policiers, même armés jusqu'aux dents, face à 2 millions de jeunes, ok? Même s'ils ne sont pas armés, le temps que vous les tuez. Et ça ne s'est pas passé parce que M. Tikpi Achadam était un politicien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le problème togolais retourne tout doucement, tranquillement, et c'est ce que nous ne voulons pas. Mais ça retourne à une histoire d'élection. Qu'on sait que le parti au pouvoir va encore frauder. Et il ne va pas falloir qu'on aille à ce niveau. Il va falloir à un moment donné arrêter ce dialogue ou alors aller dans ce dialogue qu'ils ont entamé différemment. Alors je vais poser la question autrement. La dernière fois que vous étiez au Togo, c'est quand? Dans mon WhatsApp, c'était il y a 1 minute. La dernière fois que vous étiez au Togo physiquement. La dernière fois que vous étiez au Togo physiquement. Bon, ben, ça peut remonter à plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Oui. Et ça, c'est beaucoup, c'est vrai. Mais ça ne... Et vous comptez vous y rendre encore? Je vais y aller quand... Pendant qu'il y a des meilleurs pouvoirs? Non, j'ai pas peur de l'armée, j'ai pas peur des éléments. C'est pas en fait à cause d'eux que je suis nécessairement dehors. Je suis dehors parce que leur système m'empêche d'y aller ou d'y... À quel niveau? Bon, quand je l'avais dit tout à l'heure, je peux donner des exemples, ok? À un moment donné au Togo, nous étions dit, bon écoutez, on n'est pas politicien, je suis un architecte, pourquoi ne pas avoir mon bureau, ok? J'ouvre un bureau, en décembre, on vient fermer mon bureau, en soit disant que je n'ai pas payé les impôts. Je paie les impôts. Vous les avez payés? Je paie les impôts. Et en janvier de l'année qui suit, on vient encore m'arrêter. Je dis, mais on me dit non, ça c'était l'année passée. Et cette année, vous devez encore. Je dis, mais est-ce qu'on paie les impôts en début d'année pour l'année ou à la fin de l'année pour l'année? Ça, on ne m'a pas répondu. Mais voilà, les abus. Nous sommes sortis à cause des abus. On vous emprisonne pour rien. C'est pour cela que les droits de l'homme doivent avoir une place très importante. Et là, je m'excuse, j'accuse tous les politiciens. Aujourd'hui, j'accuse la coalition. Un peu. Vous comprenez pourquoi nous parlions de mort politique de Jésus-Christ Olympio tantôt? Mais bien sûr, mais je vais vous dire pourquoi j'accuse la coalition. Ils sont allés au dialogue avec, pour commencer, la libération. C'est-à-dire, ils appelaient ça, j'oublie le nom, mais que si on ne libérait pas les gens qui avaient été arrêtés... On va sortir de cette émission dans 1 minute, M. Pierre Kwasi. Les débats vont se poursuivre dans les coulisses et puis on pourra revenir dans ce studio un de ces jours. Merci d'être venu, M. Kwasi. On va comme ça dire bonsoir à Vanessa Chaba qui nous regarde, à Yombi, Martial Weka. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Et donc... on va sortir avec le dernier tour de table. On commence évidemment par vous, Pierre Kwasi. Déjà, il faut dire que le Togo a une très belle équipe de football. Hein. Le Togo était en Coupe du Monde en 2006. Nous avons accompagné l'équipe togolaise à plusieurs compétitions. Bon, j'aurais même... Vous avez le football? Bon, je suis joueur. Tous les Togolais vous le diront. La plupart, on a déploré ce qui s'est passé en Angola, dans le Cabinda. Quand... Ça, c'est les séquelles de ce que nos chefs de l'État font ailleurs. Vous voyez. Donc, c'est quand même pour aller plus loin. Je dirais aujourd'hui que la coalition doit mieux s'organiser. Quand vous allez dans un dialogue avec l'idée qu'on doit nous libérer tous nos prisonniers, on prend ça d'abord. Il faut que maintenant on change de tactique.
Quand on n'obtient pas 1, on ne va pas à 2. Et quand on n'obtient pas 2, on ne va pas à 3. Donc il faut aujourd'hui remettre les choses sur le tapis, dire que le prochain dialogue, s'il doit avoir lieu, vous nous libérez. Monsieur Asiba Johnson, les enfants de Nubweke, vous les libérez, vous libérez tous les gens. Parce que ce que le pouvoir fait, ils font une tactique de guerre, c'est des militaires au pouvoir au Togo. C'est-à-dire qu'ils prennent un, ils prennent deux, ils relâchent un. Et quand vous réclamez, non, il faut que tous nos militaires, nos partisans soient d'abord libérés avant que le dialogue ne continue. Ça, c'est le message que Pierre Kwasi Clousset passe pour sortir de cette émission. Il faudrait qu'il y ait un dialogue franc au Togo. Il faudrait que les conditions préalables qui ont été posées puissent être respectées à fond, hein, monsieur Kwasi. Et du coup, Chouatat, pour sortir de... Bon, je vais simplement souhaiter bon vent à Alto dans sa démarche activiste. Donc, j'espère qu'ils vont, dans les jours à venir, hein, se dévoiler également leur position ou alors le candidat qu'ils vont soutenir pour les prochaines élections. Mais je pense que beaucoup de choses restent à faire au Togo et le Togo, c'est un grand pays. Vous aimez le football du club? Oui, j'ai joué au ballon quand j'étais... Et vous avez gagné la Coupe du Monde 2006 avec le Togo, avec Otto Pfister comme coach. Vous avez regardé cette Coupe du Monde? Mais bien sûr, tout le monde. Alors, Adebayor, ça vous dit? Oui, Adebayor, c'est un très grand joueur de football. Donc, qui ne le connaît pas? Un Togolais. Tout à fait. Ok, c'est sur cette note d'espoir, hein, chers téléspectateurs, chers internautes, sur cette note positive, hein, avec cette équipe de football togolaise qui nous a fait arriver en 2006 à la Coupe du Monde en Allemagne, équipe conduite par Otto Pfister, que nous sortons de cette émission. Merci d'avoir suivi. Merci de rester fidèle à Média 2 Africa. Pour vos télécompagnies, régulièrement, chaque fois qu'on a un programme à Média 2 Africa, vous avez derrière les caméras l'intraitable, l'inoxydable. J'ai nommé Jules Kamfout Lachi Photo International. N'hésitez donc point pour tous vos problèmes de photos, de vidéos, reportages. Contactez simplement Jules Kamfout Lachi. C'est le maître d'œuvre, c'est la magie de l'image. Et donc, Média 2 Africa vous dit merci. Bonsoir, bonne nuit. Rendez-vous vendredi prochain pour l'acte 6 du débat hebdomadaire. Bye bye. Bonsoir.